La CIA traque Bigfoot depuis plus de 14 ans, et je suis bien placé pour le savoir, car je faisais partie de l'équipe chargée de cette mission. Ce qui avait commencé comme une affectation pour rire en 1980 s'est transformé en l'une des opérations les plus secrètes de l'histoire de l'agence, une affaire qui allait consumer 12 ans de ma vie et changer tout ce que je pensais savoir sur le monde dans lequel nous vivons. Je m'appelle Derek Shepard, j'ai 36 ans, je suis un ancien agent de terrain de la Central Intelligence Agency et voici l'histoire que je n'aurais jamais dû raconter. Mais après tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appris et tout ce que le gouvernement a caché au peuple américain, je ne peux plus garder le silence. Le 15 mars 1994. J'étais assis dans un petit café de Georgetown, à Washington, D.C., regardant la pluie zébrer les fenêtres et me demandant si ce serait le dernier jour que je passerais en homme libre. Le café s'appelait le Murphy's, un endroit qui existait depuis les années 50, avec ses banquettes en vinyle rouge, son sol en linoléum à damier et son jukebox dans un coin, qui jouait encore du Patsy Cline et du Buddy Holly. L'odeur du café frais se mêlait à celle de la graisse de bacon et des manteaux de laine mouillée. Je l'avais choisi spécifiquement parce qu'il était bruyant, bondé et le genre d'endroit où personne ne prête attention aux conversations des autres. Le coup de feu de midi battait son plein, les serveuses circulaient entre les tables, la vaisselle s'entrechoquait et les voix créaient un mur de bruit blanc qui rendrait toute surveillance difficile. Du moins, c'est ce que je me disais pour me rassurer. En face de moi était assis Richard Morrison, un journaliste d'investigation du Washington Post qui avait bâti sa carrière en révélant des secrets d'État. Il avait 42 ans, le crâne dégarni, avec des yeux fatigués qui avaient vu trop de réunions à huis clos et de documents censurés. Il portait un costume gris froissé qui avait connu des jours meilleurs, avec une tache de café sur le revers gauche qu'il n'avait pas remarqué ou dont il se fichait. Son magnétophone était posé sur la table entre nous, un petit Sony noir dont le voyant rouge clignotait régulièrement. À côté, un bloc-notes jaune déjà couvert de notes prises lors de nos conversations téléphoniques de la semaine passée. Il avait été sceptique au début, quand je l'avais contacté via un email crypté, mais les documents que je lui avais envoyés en avant-première l'avaient vite fait changer d'avis. Maintenant, il était assis en face de moi, essayant d'assimiler ce que j'allais lui dire. « Laissez-moi être sûr de bien vous comprendre », dit Morrison en se penchant en avant et en baissant la voix malgré le bruit ambiant. « Vous êtes en train de me dire que la Central Intelligence Agency, la même organisation qui est censée se concentrer sur les menaces étrangères et la sécurité nationale, mène une opération active pour traquer et surveiller Bigfoot, une créature que la plupart des gens considèrent comme un mythe, et ce depuis 1980, et que vous faisiez partie de cette opération ? » « C'est exactement ce que je suis en train de vous dire, » répondis-je en prenant une gorgée de mon café. Il était devenu tiède, mais j'avais besoin de quelque chose pour occuper mes mains. Elles semblaient stables, mais mon cœur battait la chamade, comme si je venais de courir un marathon. Ce que j'allais faire pouvait m'envoyer en prison fédérale pour le reste de mes jours. Les secrets que j'avais juré de garder, les informations classifiées que j'allais révéler, chaque mot serait une violation de mon habilitation de sécurité et des accords de non-divulgation que j'avais signés en rejoignant l'agence en 1982. Je pouvais être accusé d'espionnage, de trahison, de vol de documents classifiés. Ils pouvaient me jeter dans une cellule et en perdre la clé. Mais je n'en avais plus rien à faire. Certaines vérités étaient trop importantes pour rester enfouies, et après ce que j'avais vu au cours de mes 12 années au sein du projet Silverback, je savais que le peuple américain méritait de savoir ce que son gouvernement cachait dans les forêts du Nord-Ouest Pacifique. « Pourquoi ?» demanda Morrison. « Pourquoi la CIA s'intéresserait-elle à un cryptide que la plupart des gens pensent être un canular ? » « Parce que ce n'est pas un canular, dis-je simplement. Bigfoot est réel.
De multiples populations existent à travers l'Amérique du Nord, principalement dans le nord-ouest Pacifique, mais aussi dans des poches des Appalaches, du nord du Minnesota et dans certaines régions du Canada, et le gouvernement est au courant depuis au moins la fin des années 70. Le stylo de Morrison courait rapidement sur son bloc-notes, bien que le magnétophone soit en marche. Comment tout cela a-t-il commencé? Comment la CIA s'est-elle retrouvée impliquée? Je pris une profonde inspiration pour organiser mes pensées. Cette histoire était enfermée en moi depuis 12 ans, tournant en boucle dans ma tête pendant mes nuits d'insomnie. Attendant le moment où je pourrais enfin la raconter à quelqu'un, tout a commencé en 1979, avant même que je ne rejoigne l'agence. Un garde forestier nommé Tom Hendricks, dans l'État de Washington, a signalé une série d'incidents impliquant un primate inconnu qui volait de la nourriture dans des campements de la Gifford-Pinchot National Forest. Mais ce n'étaient pas les raids d'ours habituels. Les rapports étaient cohérents, détaillés et profondément troublants. La nourriture était prise dans des glacières verrouillées qui avaient été ouvertes avec ce qui semblait être une manipulation délibérée des loquets, pas arrachés à coups de griffes. Les campements étaient approchés de nuit, mais aucune trace n'était jamais trouvée, à l'exception d'empreintes bipèdes massives, certaines mesurant plus de 45 cm de longue. Et Hendricks était crédible, un ancien ranger de l'armée avec 2 missions au Vietnam, pas le genre de type enclin à raconter des histoires, à dormir debout ou à voir des choses qui n'existaient pas. Morrison écrivait à toute vitesse, son stylo grattant le papier. Je continuais. Les autorités locales ne pouvaient pas l'expliquer. Elles ont envoyé une équipe, ont trouvé les empreintes, pris des moulages, mais personne ne voulait dire ce qu'ils pensaient vraiment. Alors, ils ont fait remonter l'information et elle a fini par atteindre la CIA par des voies détournées. D'abord, c'est allé au département de l'Intérieur en tant qu'affaire de faune sauvage, puis à la NSA lorsqu'ils ont examiné des données satellites de la région et détecté des signatures thermiques inhabituelles. De grandes signatures de chaleur bipèdes se déplaçant dans des zones où aucun humain n'aurait dû se trouver, à des vitesses et sur des terrains qui ne correspondaient à aucun animal connu. La NSA nous a transmis le dossier, parce que c'était sur le territoire national, et qu'il y avait des craintes immédiates que cela puisse être lié à une activité soviétique. Morrison haussa un sourcil, interrompant sa prise de notes. Une activité soviétique? Dans les étendues sauvages de l'État de Washington? On était en 1979, lui rappelai-je. La guerre froide battait encore son plein. Le mur de Berlin était toujours debout. L'Union soviétique était notre principal adversaire, et la paranoïa était à son comble. La théorie initiale, et je n'invente rien, était que les soviétiques menaient peut-être une sorte d'opération de reconnaissance dans des territoires américains reculés, testant peut-être nos capacités de surveillance ou cherchant des sites pour cacher du matériel. Il y avait des inquiétudes concernant des agents dormants, des caches de ravitaillement, ce genre de choses. La CIA a donc formé un petit groupe de travail pour enquêter discrètement. Ils l'ont appelé Projet Silverback, du nom du gorille de montagne mâle, ce qui vous donne une idée de ce que certains soupçonnaient déjà sans être prêts à le dire à voix haute. Et qu'ont-ils trouvé? Je souris avec un air sinistre, le souvenir me revenant en mémoire. Pas des soviétiques, quelque chose de bien plus intéressant et de bien plus difficile à expliquer. En juin 1980, le groupe de travail a eu son premier contact visuel confirmé avec une créature Bigfoot dans l'Olympic National Forest, à environ 65 km au sud-ouest de Port Angeles. La créature mesurait 2,40 m, peut-être 2,50 m, couverte de poils bruns foncés plus longs et plus hirsutes que n'importe quel singe que j'avais pu voir en photo. Elle avait des épaules massives, des bras qui descendaient en dessous de ses genoux, et elle se déplaçait avec une démarche bipède distinctement humanoïde, mais avec une fluidité presque surnaturelle. Le visage, ce que nous pouvions en voir avec des jumelles à environ 200 mètres de distance,
était plus plat que celui d'un singe, plus humain, avec une arcade sourcilière prononcée et des yeux profonds qui réfléchissaient la lumière comme ceux d'un chat. Ce n'était pas humain. Ce n'était certainement aucune espèce de singe connu. C'était autre chose. Morrison me fixait maintenant, son stylo suspendu au-dessus du papier. « Vous êtes sérieux? Vous l'avez vraiment vu ?» Tout à fait sérieux. L'équipe m'incluait. Je sortais tout juste de ma formation à The Farm. J'avais à peine 22 ans et j'avais été affecté comme agent de terrain junior parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un de jeune et d'assez en forme pour affronter le terrain. Il y avait 3 agents expérimentés avec moi, tous des agents de terrain chevronnés qui avaient travaillé partout, de l'Amérique centrale à l'Asie du Sud-Est. Et nous avions une biologiste de la faune de UC Berkeley, le docteur Patricia Chen, qui avait reçu une habilitation de sécurité spécifiquement pour cette mission. Elle avait passé des années à étudier le comportement des primates et était là pour nous aider à comprendre à quoi nous avions affaire. Nous avons suivi la créature pendant 3 jours à travers certains des terrains les plus difficiles que vous puissiez imaginer. Une forêt dense, des ravins escarpés, des zones où le sous-bois était si épais qu'on ne pouvait pas voir à 2 mètres devant soi. Quand nous l'avons enfin vu, l'observant traverser une clairière à l'aube, cela a changé tout ce que nous pensions savoir sur le monde naturel. Comment ça? Je me penchai en avant, baissant la voix même si le café était assez bruyant pour que personne ne puisse nous entendre, parce qu'elle était intelligente, Morrison. Pas une intelligence animale, même pas au niveau d'un chimpanzé ou d'un gorille. Une intelligence de niveau humain, peut-être même supérieure. Elle savait que nous la suivions depuis le tout début. Elle laissait de fausses pistes, des branches cassées pointant dans la mauvaise direction, des empreintes qui menaient à des impasses. Elle est revenue sur ses pas plusieurs fois, se déplaçant en cercle pour nous dérouter. Elle a même créé des diversions, jetant des pierres dans une direction pendant qu'elle se déplaçait dans une autre. Le docteur Chen a dit qu'elle n'avait jamais rien vu de tel. Ce n'était pas de l'instinct, ce n'était pas un comportement appris en observant d'autres animaux. C'était de la pensée tactique, de la résolution de problèmes, de la tromperie délibérée. C'était quelque chose qui comprenait que nous le chassions et qui essayait activement de nous échapper en utilisant des techniques de contre-pistage sophistiquées. Je sortis un dossier de ma mallette, un dossier en carton usé que je transportais depuis 1 semaine, sans jamais le quitter des yeux. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents que j'avais faites avant de quitter officiellement l'agence, des photocopies de documents classifiés qui pourraient me valoir des accusations d'espionnage, de vol de biens gouvernementaux et d'une douzaine d'autres crimes fédéraux si le département de la justice décidait de porter plainte. Mes mains tremblaient légèrement alors que je le faisais glisser sur la table. Ça y est, le point de non-retour. Ce sont des rapports d'incidents de 1980 à 1985, dis-je en gardant une voix stable, des observations documentées, des données de suivi, des estimations de population, des observations comportementales et même des analyses ADN préliminaires. Tout est classifié top secret, avec une habilitation spéciale requise. Le genre de document qu'on enferme dans des coffres forts, à l'intérieur d'autres coffres forts. Morrison ouvrit lentement le dossier, ses yeux s'écarquillant en parcourant les documents. Son doigt traça les tampons de classification rouge en haut et en bas de chaque page. « Derek, il y a des tampons de classification, des sceaux officiels, des numéros de contrôle de documents. Si tout ça est vrai, c'est vrai, je peux vous l'assurer. Et j'en ai d'autres, stockés dans 3 endroits différents. Des photographies prises avec des téléobjectifs depuis des positions dissimulées, montrant des images claires de plusieurs créatures, des moulages en plâtre d'empreintes, certains montrant des crêtes dermiques et d'autres détails anatomiques qui seraient presque impossibles à contrefaire. Des échantillons de poils collectés sur des arbres et analysés dans un laboratoire privé sous une fausse couverture. Même des enregistrements audio de vocalisation, des sons qui ne correspondent à aucune espèce de primate ou d'animal connu.
L'analyse ADN à elle seule, si elle devenait publique, réécrirait complètement notre compréhension de l'évolution humaine et de l'arbre généalogique des primates. Les mains de Morrison tremblaient maintenant alors qu'il tenait l'une des pages. Qu'a révélé l'ADN? C'est là que ça devient vraiment fou, dis-je, en jetant un coup d'œil autour du café pour m'assurer que personne ne nous prêtait attention. Les échantillons ont montré un profil génétique remarquablement proche de celui de l'homme, mais distinctement différent dans des domaines clés. Assez proche pour être classé dans le genre Homo, le même genre que les humains modernes, mais suffisamment divergent pour être considéré comme une espèce ou une sous-espèce distincte. Les généticiens que nous avons consultés, tous avec les plus hautes habilitations de sécurité que vous puissiez imaginer, ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une population survivante de Homo erectus, une espèce que nous pensions éteinte depuis des centaines de milliers d'années, ou peut-être une branche inconnue de la famille des hominidés qui s'est séparée de nos ancêtres il y a peut-être 1 million d'années et a évolué en parallèle. Quoi qu'il en soit, nous étions face à quelque chose qui remettait en question tout ce que les anthropologues pensaient savoir sur les origines de l'homme et l'évolution des primates. Certains scientifiques voulaient publier immédiatement, impliquer la communauté universitaire, lancer un véritable programme de recherche. Mais le gouvernement a rapidement mis un terme à cela. Trop d'implications, trop de questions auxquelles personne ne savait comment répondre. Morrison posa son stylo, son expression sérieuse. « Derek, vous comprenez ce que vous affirmez ici ? Vous dites que le gouvernement a la preuve que Bigfoot existe et qu'il garde le secret depuis 14 ans ? Plus longtemps que ça, probablement. Je vous dis ce que je sais de par mon implication à partir de 1980. Mais il y a des indices dans les dossiers classifiés qui suggèrent que le gouvernement est au courant de l'existence de ces créatures depuis au moins les années 60, peut-être même avant. Il y a des références à une opération Tall Timber des années 50 pour laquelle je n'ai jamais eu l'habilitation. Pourquoi garder le secret? Pourquoi ne pas annoncer cette découverte? Ce serait l'une des découvertes scientifiques les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Je ris, mais il n'y avait aucune gaieté dans mon rire, juste de l'amertume et une frustration qui s'étaient accumulées pendant des années. Réfléchissez-y, Morrison. Réfléchissez vraiment à ce qui se passerait si le gouvernement tenait une conférence de presse demain et annonçait qu'il existe une espèce inconnue de primates de type humain, peut-être une espèce humaine archaïque survivante, vivant dans les forêts américaines. Que se passerait-il ensuite? Il commença à répondre, mais je continuais. Le chaos, un chaos complet et total. D'abord, vous auriez une panique immédiate dans les communautés rurales du nord-ouest Pacifique. Les gens qui vivent près de ces forêts, qui y font de la randonnée, du camping et de la chasse, seraient terrifiés. Ils exigeraient des mesures, une protection, des réponses. Ensuite, vous auriez n'importe quel hurluberlu armé d'un fusil et rêvant de gloire qui essaierait d'en abattre un pour en faire un trophée, pour être celui qui apporte la preuve, pour devenir célèbre. On parle de milliers de civils armés déferlant dans des zones sauvages reculées. Puis, les scientifiques débarqueraient, exigeant un accès immédiat, voulant installer des stations de recherche, capturer des spécimens, mener des études. Les groupes écologistes exigeraient une protection fédérale immédiate, une préservation massive de l'habitat, peut-être des millions d'hectares mis de côté comme réserve protégée. L'industrie du bois deviendrait folle, car d'immenses étendues de terres forestières rentables deviendraient inaccessibles. Et tout ça, c'est avant même de commencer à aborder les complications juridiques qui sont absolument ahurissantes. Des complications juridiques? Morrison écrivait aussi vite qu'il le pouvait, essayant de suivre. Si ces créatures sont intelligentes, et elles le sont absolument, quel est leur statut juridique en droit américain? Sont-elles des animaux, ce qui signifie qu'elles sont une propriété, des ressources à gérer comme les cerfs ou les wapitis? Ou sont-elles autre chose? Ont-elles des droits? Sont-elles des personnes au sens de la loi?
Si quelqu'un en abat une, est-ce de la chasse ou un meurtre? Est-ce un homicide involontaire? Et si l'une d'elles blesse ou tue un humain, est-ce une attaque d'animal sauvage ou une agression? Peuvent-elles être tenues pénalement responsables? Peuvent-elles posséder des terres? Ont-elles des droits sur les territoires qu'elles habitent depuis des milliers d'années? Le gouvernement ne pouvait répondre à aucune de ces questions sans d'abord révéler que les créatures existent, ce qui ouvrirait toute la boîte de Pandore que je viens de décrire. Ils ont donc décidé très tôt que l'option la plus sûre était de maintenir le secret au plus haut niveau, de surveiller les populations discrètement et d'espérer que le secret ne s'éventrait jamais. En gros, botter en touche et laisser une future administration gérer les retombées. Morrison écrivait furieusement, son stylo se déplaçant si vite sur la page que je pensais qu'il pourrait la déchirer. Vous avez dit des populations, au pluriel. De combien de groupes parle-t-on? Où se trouvent-ils? D'après mon dernier briefing officiel fin 1993, juste avant que je ne quitte l'agence, nous avions identifié 17 groupes ou unités familiales distincts aux États-Unis continentaux et dans le sud du Canada. Les estimations de population variaient de 200 à 300 individus au total, bien que ces chiffres puissent être erronés de 20 ou 30% dans un sens ou dans l'autre, car les compter est incroyablement difficile. Ce sont de petites populations dispersées vivant dans les zones sauvages les plus reculées que vous puissiez imaginer. Des endroits où les humains vont rarement, où la forêt est si dense et le terrain si accidenté que même les randonneurs expérimentés les évitent. La plus grande concentration se trouvait dans la chaîne des cascades des États de Washington et de l'Oregon, peut-être 80 à 90 individus répartis en plusieurs groupes familiaux. Ensuite, il y avait de plus petites populations dans la péninsule olympique, le nord des Rocheuses dans le Montana et l'Idaho, des poches de nature sauvage dans les Appalaches en Virginie occidentale et dans l'est du Kentucky, la région des Boundary Waters dans le nord du Minnesota et plusieurs endroits en Colombie-Britannique et en Alberta. Et la CIA les a tous suivis? Pas seulement suivis, le corrigeai-je. L'opération était bien plus complète que ça. Nous surveillions leurs mouvements en combinant des équipes de surveillance au sol, des caméras à détecteurs de mouvements cachés sur leur territoire et même de l'imagerie thermique par satellite pendant les périodes de migration clés. Nous documentions leur comportement, leur structure sociale, leurs habitudes alimentaires, leurs déplacements saisonniers, tout ce que nous pouvions observer sans contact direct. Nous avions des anthropologues qui analysaient leur utilisation d'outils, des linguistes qui étudiaient leur vocalisation, des généticiens qui analysaient les échantillons de poils et d'excréments que nous collections. Nous intervenions même occasionnellement lorsqu'ils s'approchaient trop des populations humaines en utilisant des dispositifs de dissuasion sonore et des barrières olfactives pour les guider plus profondément dans la nature. Nous avions des équipes de terrain déployées toute l'année dans des zones clés, avec une rotation toutes les 6 semaines pour éviter d'être détectés. J'ai personnellement passé la majeure partie des années 1983 à 1987 dans le nord-ouest Pacifique, vivant dans des postes d'observation reculés, parfois pendant des mois, à ne faire rien d'autre que de la surveillance de Bigfoot. Ça a complètement consumé ma vie. C'est de la folie, murmura Morrison. Comment cela a-t-il pu rester secret? Combien de personnes sont au courant? Au sein de la CIA, peut-être 50 personnes au total au fil des ans. La plupart des agents de terrain, les analystes qui traitaient les données, une poignée de hauts fonctionnaires. En dehors de l'agence, il y avait des sous-traitants, des généticiens, des experts de la faune, tous contrôlés et habilités, peut-être 30 personnes de plus. Tout le monde a signé des accords de non-divulgation qui les enverraient en prison à vie. S'ils parlaient, l'opération était compartimentée. La plupart des gens ne connaissaient que leur partie du puzzle. Alors pourquoi parlez-vous maintenant? Après 12 ans à garder ce secret, pourquoi vous manifestez?
Je fis une pause, choisissant mes mots avec soin. C'était la partie de l'histoire qui me tenait encore éveillé la nuit, celle qui avait fondamentalement changé ma vision du programme et de mon rôle. En 1993, il s'est passé quelque chose qui m'a fait réaliser que le programme avait changé, que nous avions perdu de vue ce que nous étions censés faire. Pendant des années, nous avions opéré selon un principe strict d'observation seule, ne pas interférer, ne pas engager, ne pas entrer en contact, juste documenter et protéger à distance, c'était la directive première. Mais en septembre 1993, une équipe de terrain à environ 50 km au sud-est de Packwood, dans l'État de Washington, dans la Gifford Pinchot National Forest, a rencontré une créature Bigfoot blessée. Elle avait été touchée par balle, probablement par un chasseur qui l'avait confondue avec un ours dans la pénombre, ou peut-être par quelqu'un qui savait exactement sur quoi il tirait. La créature avait reçu au moins 2 balles de ce qui semblait être un fusil de gros calibre, une à l'épaule et une dans le bas de l'abdomen. Elle saignait abondamment, se déplaçait lentement, était clairement en détresse et mourante. Morrison se pencha en avant, son expression intense. Que lui est-il arrivé? Le chef d'équipe a signalé la situation. Le protocole standard aurait été d'observer à distance, de documenter ce qui s'était passé et de laisser la nature suivre son cours. Mais l'appel est remonté jusqu'à la haute direction et la décision est tombée. C'était une opportunité que nous ne pouvions pas laisser passer. Une chance d'en étudier un de près, vivant. Une chance d'apprendre tout ce que nous essayons d'apprendre à distance depuis 13 ans. Ils ont donc autorisé une opération de récupération. Nous avons utilisé des tranquillisants, des sédatifs à haute dose qui ont nécessité 3 fléchettes avant que la créature ne s'effondre enfin. Nous l'avons transporté par hélicoptère vers une installation sécurisée, une station de recherche construite des années plus tôt en prévision d'un tel événement, cachée au cœur des montagnes Cascades, absente de toutes les cartes, accessible uniquement par voie aérienne. Et je faisais partie de l'équipe qui est restée avec elle pendant ces 3 derniers jours. Je m'arrêtais. Le souvenir revenant avec une clarté douloureuse, Morrison attendit, sentant que j'avais besoin d'un moment. Je m'y suis opposé, continuai-je enfin, ma voix plus basse maintenant. J'ai soutenu que si ces créatures avaient survécu aussi longtemps, c'était précisément parce qu'elles étaient restées cachées, loin de nous, que capturer l'une d'elles, même mourante, même avec les meilleures intentions, était une trahison fondamentale de tout ce que le programme était censé représenter. Nous étions censés les protéger, pas les exploiter. Mais ma voix n'a pas été entendue. L'opportunité était trop précieuse, disait-il. Pensez à tout ce que nous pourrions apprendre, disait-il. Et donc, nous l'avons fait. A-t-elle survécu? Je secouai la tête, sentant le poids de la culpabilité que je portais depuis des mois. Elle est morte le 3e jour. Les blessures étaient trop graves, la perte de sang trop importante, ou peut-être que le stress de la captivité était plus que son organisme ne pouvait supporter. Mais avant qu'elle ne meure, j'ai passé des heures dans cette salle d'observation, à la regarder à travers une vitre blindée. Et j'ai vu quelque chose qui me hante encore aujourd'hui. Quand elle nous regardait, quand son regard croisait le nôtre à travers cette vitre, il y avait de la compréhension dans ses yeux. Pas une peur animale, pas une simple confusion, quelque chose de beaucoup plus profond. Elle savait ce que nous étions, elle savait ce que nous lui faisions. Et dans ces dernières heures, elle a cessé de se débattre, elle est juste restée là, à nous observer avec ses yeux profonds et intelligents. Et j'ai réalisé que nous avions violé quelque chose de fondamental. Nous avions franchi une ligne qui ne pourrait jamais être effacée, et ce faisant, nous avions trahi une confiance qui avait mis 13 ans à se construire. C'est à ce moment-là que vous avez décidé de partir. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que le peuple américain méritait de connaître la vérité, que ces créatures existent, qu'elles sont intelligentes, peut-être aussi intelligentes que nous,
qu'elles sont en danger avec seulement quelques centaines d'individus restants à l'état sauvage et que le gouvernement les garde secrètes depuis des décennies, non pas pour protéger la sécurité nationale, mais pour éviter des questions difficiles. Des questions sur notre place dans le monde, sur ce que nous devons à d'autres espèces intelligentes, sur la quantité de nature sauvage que nous sommes prêts à préserver, sur les implications morales du partage de la planète avec une autre espèce douée de conscience qui était là bien avant que nous ne construisions nos villes et nos routes. Ce sont des questions auxquelles une démocratie se doit de répondre ouvertement, pas de les cacher dans des dossiers classifiés que personne ne voit jamais. Morrison resta silencieux un instant, digérant tout cela. Puis il demanda « Qu'espérez-vous accomplir en rendant cela public ? Je veux que les gens sachent qu'elles existent. Je veux que les scientifiques les étudient ouvertement. Je veux des protections environnementales pour leurs habitats. Et je veux que le gouvernement soit tenu pour responsable d'avoir gardé ce secret si longtemps. Ces créatures méritent mieux que d'être cachées comme un secret embarrassant. Vous savez qu'ils vont vous pourchasser. Le gouvernement n'apprécie pas ce genre de fuite, surtout de la part d'anciens agents du renseignement. Je sais. C'est pourquoi j'ai fait des copies de tout. La documentation, les photographies, les analyses ADN, les cartes des centres de population, les enregistrements audio, tout. Tout est stocké dans plusieurs endroits sécurisés avec des instructions pour une diffusion publique s'il m'arrivait quelque chose. Une police d'assurance. Morrison hocha lentement la tête, puis son expression changea. Ses yeux passèrent derrière moi, vers l'entrée, et je vis son visage pâlir. « Derek, ne vous retournez pas, mais il y a un homme qui vient d'entrer, imperméable sombre, debout près de la porte. Il nous observe. » Mon sang se glaça. Je gardais une posture détendue, désinvolte, mais chaque nerf de mon corps passa en état d'alerte maximale. Je me décalai légèrement sur ma banquette, juste assez pour apercevoir le reflet de l'homme dans le porte-serviette chromé sur notre table imperméable sombre, encore dégoulinant de pluie. Coupe de cheveux nette, d'une précision militaire. Sa façon de se tenir, cette immobilité anormale qui ne vient que de l'entraînement. Ses yeux balayaient la salle méthodiquement, professionnellement, et quand ils se posèrent sur notre table, ils y restèrent. Il n'était pas là pour le café. Je me penchai sur la table et baissai encore plus la voix, à peine un murmure. Notre temps est écoulé, il faut conclure. La cloche au-dessus de la porte du Murphy's avait cessé de tinter, mais la tension dans la pièce ne s'était pas dissipée. Au contraire, elle s'était alourdie. L'homme à l'imperméable sombre secoua l'eau de ses épaules d'un geste désinvolte, mais trop contrôlé, trop délibéré. Il balaya de nouveau les tables du regard, son regard s'attardant sur chaque client une fraction de seconde de plus que la normale, cataloguant les visages, les positions, les sorties. Puis il se dirigea vers le comptoir et s'assit sur l'un des tabourets en vinyle rouge, sans rien commander. Il ne fit même pas semblant de regarder un menu. Il resta simplement assis là, les mains croisées sur le comptoir, observant notre reflet dans le miroir derrière les percolateurs. Je gardais un ton calme, conversationnel, comme si nous étions deux amis discutant autour d'un café. Ne réagissez pas, continuez à écrire, il nous surveille, probablement depuis notre arrivée. Ça pourrait être la CIA, le DOD, un sous-traitant. Peu importe. Ce qui compte, c'est que nous devons partir maintenant, naturellement, par des sorties séparées. La main de Morrison tremblait légèrement en écrivant, mais à son crédit, il ne se retourna pas. Vous aviez dit que vous vous attendiez à ce qu'ils vous poursuivent. Je ne pensais pas que ce serait si rapide. Je pensais que nous aurions plus de temps. Je glissai lentement hors de la banquette, laissant quelques billets froissés sur la table, assez pour couvrir les cafés et un pourboire décent. Morrison hésita une seconde, puis commença à ranger le magnétophone dans la poche de son manteau. Ses mains tremblaient davantage maintenant, maladroites avec l'appareil. « Gardez les documents cachés », murmurai-je en me levant et en enfilant ma veste. « Pas sur vous, pas chez vous. Quelque part où ils ne penseront pas à chercher. Et Morrison, soyez prudent.
Ces gens-là ne plaisantent pas. Il hocha la tête, le visage pâle, mais déterminé. En me levant complètement, je vis l'homme à l'imperméable dans ma vision périphérique. Il souleva une tasse de café que quelqu'un avait dû poser là sans que je m'en aperçoive. Il n'en but pas, ne la porta pas à ses lèvres. Il la tenait simplement, les doigts enroulés autour de la céramique, la vapeur s'élevant, attendant, observant. Je me dirigeais vers le couloir des toilettes au fond du café en gardant un rythme normal, sans hâte. Derrière moi, j'entendis Morrison rassembler ses affaires, se dirigeant vers la porte d'entrée. L'homme à l'imperméable ne suivit aucun de nous deux. Pas encore. Il resta simplement assis là, cette tasse de café à la main, parfaitement immobile. Dans le couloir étroit menant aux toilettes, je pouvais sentir la graisse de la cuisine et une vieille odeur de cigarette imprégnée dans les murs. Je poussai la porte de service qui donnait sur une ruelle. L'air froid de mars me frappa immédiatement le visage, charriant des odeurs de pluie et d'ordures. La ruelle était vide, à l'exception de quelques bennes et de cartons empilés. Je ne courus pas. Courir attirerait l'attention, et il pourrait y en avoir d'autres qui surveillaient. Je marchais jusqu'au coin de la rue, me forçant à maintenir une allure normale et regardais en arrière vers l'entrée du café. L'homme à l'imperméable n'était plus au comptoir. Il n'était pas dehors dans la rue. Il n'était pas dans la ruelle. Il avait juste disparu, comme s'il n'avait jamais été là, et d'une certaine manière, c'était plus terrifiant que s'il m'avait suivi. Je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé directement à un garde-meuble à Arlington, où j'avais gardé des copies de sauvegarde de dossiers, de cartes et de photographies non développées du projet Silverback. J'y suis resté jusqu'au soir. À 19h10, le téléphone fixe monté sur le mur en parpaing sonna. Personne n'avait ce numéro. Je ne répondis pas. Il sonna de nouveau. Je décrochai. « Vous allez trop vite, Shepard. » La voix était familière, Leland Shaw, ancien directeur adjoint qui avait supervisé plusieurs programmes non officiels à la fin des années 80. Il n'avait jamais été officiellement lié à Silverback, mais d'une manière ou d'une autre, il savait toujours tout. « Vous devez arrêter, » dit Shaw calmement. « Il y a des gens qui ne veulent pas que cette histoire sorte. C'est pour ça qu'elle doit sortir. » Il soupira. « Derek, écoutez-moi. Vous faites une erreur. Vous pensez faire ce qui est juste, mais vous n'avez pas une vue d'ensemble de l'échiquier. J'en ai assez vu. Vous avez vu des pièces. Les pièces sont dangereuses. » Il marqua une pause. « Cette créature que vous avez récupérée en 93, vous pensez que c'était un incident isolé? Vous pensez qu'elle a été blessée par hasard ?» Ma poitrine se serra. « Qu'est-ce que vous insinuez ?» Il y avait des intérêts concurrents. Des groupes à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement qui pensaient que ces êtres ne devraient pas être autorisés à errer sans contrôle. Certains pensaient qu'ils représentaient une menace inconnue pour la sécurité nationale. D'autres y voyaient une opportunité. Biologie, défense, anthropologie. Choisissez votre domaine. Quelqu'un les veut. Vous justifiez ce qui s'est passé. Non, je l'explique. Certains d'entre nous voulaient les garder en sécurité, les étudier à distance, les laisser tranquilles. D'autres voulaient un moyen de pression. Et en ce moment, ce sont les mauvaises personnes qui sont en train de gagner. Je serrai le téléphone. Alors, aidez-nous. C'est ce que je fais, dit-il doucement. Je vous dis de disparaître. Vous ne pouvez pas gagner ce combat. Ils enterreront la vérité avant que vous ne puissiez publier, et ils vous enterreront aussi. Je suis déjà allé trop loin. Alors, au moins, protégez les autres. Les agents qui vous ont aidé, le journaliste, tous ceux que vous avez déjà impliqués. La ligne resta silencieuse un instant, puis Shaw reprit la parole. Il y en a plus, Derek, plus que vos données ne l'ont jamais montré. Ils ne sont pas éteints, pas encore. Mais si vous insistez, ils le seront. Le téléphone cliqua. Il avait raccroché. Je restais là dans la faible lumière fluorescente, fixant le combiné silencieux. Était-ce une menace? Un avertissement? Je
Les deux, j'emballai les documents restants dans un sac de sport, fermai le box et me glissai dans la nuit. Pendant 3 jours, je disparus. Des motels bon marché, des paiements en espèces, pas d'appel, pas de mouvement prévisible. Le 4e jour, Morrison me contacta via un message codé que nous avions convenu. Une carte postale vierge, à l'exception d'1 heure et d'une adresse. 9h30 à Rock Creek Park. J'arrivais en avance. Le parc était silencieux, à l'exception du trafic lointain. Les feuilles mouillées, brillant sous les lampadaires, Morrison attendait sur un banc, son manteau bien fermé. Il avait l'air épuisé et effrayé. « Vous avez parlé à quelqu'un, dit-il. » Je hochai la tête. Moi aussi. Il plongea la main dans son manteau et me tendit une enveloppe. À l'intérieur, des photographies, des clichés de surveillance en noir et blanc, un entrepôt, un camion de marchandises, des hommes chargeant une longue caisse sous des projecteurs. « Où avez-vous eu ça ?» demandai-je. « Une source. Quelqu'un à l'intérieur de Fort Detrick. Ils ont dit que la caisse de Packwood n'est jamais entrée dans l'installation principale. Elle a été redirigée vers un sous-traitant privé en Virginie. » J'expirais. Alors les échantillons ont disparu. « Et le corps ?» Il secoua la tête. « Aucune trace, pas de numéro d'archive, rien. » Je fixais les photos. Un cliché montrait 2 hommes debout près de la caisse. Leur silhouette n'était pas clairement visible, mais un geste était sans équivoque. L'un d'eux semblait vérifier le pouls de quelque chose à l'intérieur. « Ça a été pris il y a 3 semaines, » dit Morrison, ce qui signifie que ce qui est là-dedans n'est pas mort. L'air se raréfia. « Ce n'est pas possible. Je pensais que vous devriez voir ça avant que nous ne publiions. » « Publier ?» Je me tournai vers lui. « Après ça, vous voulez toujours le faire ?»« Oui, et je vais le faire, avec ou sans vous. » J'admirais sa conviction tout en la craignant. « Nous avons assez d'éléments pour rendre l'affaire publique, » dit-il. « Documents, photographies, cartes, témoins. Nous publions, puis nous gérons les conséquences. » Le vent se leva, dispersant les feuilles sur le sentier. « Et chaud, il pense que révéler tout ça les tuera. » Morrison me regarda. « Ou les protégera. La lumière du jour est la seule défense contre ceux qui opèrent dans l'ombre. » Une branche craqua quelque part dans les bois. Nous nous figeâmes tous les deux, puis un son. Pas un rugissement, pas un grognement. Un appel grave et résonnant, presque conversationnel. Il se propagea à travers les arbres avec un calme étrange, ni hostile, ni urgent. J'avais déjà entendu cet appel en 1986. À 800 mètres de distance, une présence juste au-delà de la lisière des arbres. Les yeux de Morrison s'écarquillèrent. Il chuchota. « C'est eux ?» Un autre appel répondit, plus profondément dans les bois. Puis le silence. « Ils nous suivent, » dis-je en gardant la voix basse. Peut-être qu'ils observent, ils savent que quelque chose se passe. Peut-être qu'ils savent que nous racontons leur histoire. Morrison regarda autour de lui, mal à l'aise. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Je pris une grande inspiration. On finit ce qu'on a commencé. Je m'éloignai du son, m'enfonçant sur le sentier éclairé. Morrison me suivit. « Vous allez publier, » dis-je, mais prudemment. Nous protégeons leurs habitats. Nous ne révélons pas les coordonnées. Nous publions juste assez pour prouver qu'ils existent, rien qui puisse aider les chasseurs ou les sous-traitants. Et si le gouvernement riposte? Ils le feront, mais une fois que la vérité sera publique, ils ne pourront pas l'effacer. Nous atteignîmes le parking. Morrison s'arrêta. « Qu'est-ce qui va vous arriver ?» Je haussai les épaules. « Peut-être que je serai arrêté. Peut-être que je disparaîtrai, mais ça n'a pas d'importance. Une fois que le public saura, on ne pourra plus faire marche arrière. » Il hocha lentement la tête. « Nous lancerons l'impression lundi. Si vous avez besoin d'un endroit sûr, je n'en aurai pas besoin. J'ai vécu assez longtemps dans l'ombre. » Nous échangeâmes un dernier regard. Respect, peur, détermination.
Puis, nous prîmes des chemins séparés. Alors que je marchais vers ma voiture, un autre appel discret résonna depuis les bois, le même ton délibéré, observant, attendant. Je ne me retournai pas. Quelque part là-dehors, un peuple ancien de 2,50 m de haut était en train de décider s'il fallait faire confiance à l'humanité une dernière fois, et je priais pour que nous ne fassions pas tout foirer.